Aujourd'hui, une transaction financière entre deux personnes nécessite l'intervention d'un tiers de confiance. Ici, Coralie veut faire un virement à Christophe pour lui payer ses carottes. Elle envoie l'ordre de transfert d'argent à sa banque. La banque va vérifier que Coralie possède déjà bien le montant sur son compte et elle va aussi vérifier que c'est bien Coralie qui demande le virement. Et si c'est le cas, la banque va faire le transfert du montant demandé du compte de Coralie vers le compte de Christophe. Ensuite, le rôle de la banque est aussi de garder une trace de tout ce que possèdent ses clients et une trace de l'ensemble des transactions effectuées. Pour notre explication, on dira que la banque stocke toutes ces informations dans un grand livre de compte. Voyons maintenant comment, avec la blockchain, il est possible de s'affranchir de cet intermédiaire de confiance. Tout d'abord, avec la blockchain, ce livre de compte devient public. C'est-à-dire qu'il n'est plus détenu que par un seul acteur, mais est distribué à tous. Chaque personne possède alors une copie de ce livre de compte et peut consulter l'ensemble des échanges présents et passés. Toutes les personnes qui possèdent ce livre de compte constituent le réseau de la blockchain. Reprenons le même exemple, mais en appliquant les principes d'une transaction avec la blockchain. Coralie lance l'ordre de virement. Les différentes personnes du réseau vont alors vérifier dans leur livre de compte que Coralie possède bien le montant nécessaire pour la transaction. Si c'est le cas, alors la transaction est validée. Chaque personne va alors écrire cette transaction dans une nouvelle page de son livre de compte, ce qui met à jour tous les livres de compte de la blockchain. Vous l'avez compris, avec la blockchain, ce n'est plus un seul acteur central qui valide ou non une transaction, mais c'est l'ensemble des membres du réseau. Maintenant, imaginons que vous essayez de tricher, par exemple en prétendant posséder plus ou en essayant de falsifier votre livre de compte. Eh bien, cela va se remarquer car tous les autres verront que ce n'est pas ce qui est inscrit dans leur copie du registre. Ils contesteront donc l'information. Et si on y réfléchit bien, dans ce système, on n'a même plus besoin de monnaie physique. Dès que vous faites une transaction financière, il suffit de l'annoncer et tous les livres de compte mettront à jour l'information. Les livres de compte font foi sur ce que chacun possède et sur l'historique des transactions. Vous pouvez vérifier ce que vous possédez et ce que les autres possèdent. Et ça, justement, c'est le principe sur lequel se basent les monnaies virtuelles comme le Bitcoin. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Dans la vraie vie, évidemment, ce ne sont pas des livres qui stockent et traitent l'information, mais des machines avec de la puissance de calcul, comme des ordinateurs ou des serveurs. Techniquement, la blockchain peut donc être vue comme une base de données distribuée sur différents nœuds de stockage. Ces nœuds de stockage, ce sont les utilisateurs qui vont apporter avec leur machine de la puissance de calcul et de l'espace de stockage pour faire fonctionner la blockchain. Tout comme le livre de compte est constitué des pages de transaction, la blockchain est une chaîne formée de blocs de transactions. Chaque échange effectué entre ses utilisateurs est enregistré sous forme de blocs qui, bout à bout, forment donc une chaîne, d'où la notion de blockchain ou chaîne de blocs en français. Chaque bloc de la blockchain contient un ensemble de transactions, évidemment. Ensuite, un bloc est caractérisé par un hash. Le hash, c'est une suite de caractères uniques servant à identifier le bloc. En gros, c'est l'empreinte du bloc. Et enfin, le bloc contient aussi le hash du bloc précédent, qui est donc l'identifiant unique du bloc qui le précède. Cela permet de garantir l'ordre du bloc dans la blockchain. Bon, maintenant je vais entrer un peu plus dans le détail pour vous expliquer ce hash. Cela fait appel à des notions de cryptographie, mais pas de panique, je vais vous expliquer tout ça très simplement. En gros, un algorithme de hachage, c'est une fonction mathématique qui va transformer un ensemble de données de départ en une suite de caractères. Cette suite de caractères est donc le hash et il est spécifique et unique aux données qui ont été prises au départ. Ce qui veut dire que tout changement dans le message, même infime, implique un important changement du hash. Par exemple, ici, l'ajout d'un simple point d'exclamation crée un hash totalement différent du hash de la même phrase sans point d'exclamation. Ensuite, les fonctions de hachage ont une spécificité. Elles ne marchent que dans un sens. Il n'est donc pas possible de retrouver le message initial à partir du hash. On ne peut donc rien faire de la seule suite de caractères du hash. Le hash permet seulement d'avoir la garantie que les données de départ n'ont pas été modifiées par quelqu'un. Parce que s'il est modifié, le hash sera modifié et vous le verriez tout de suite. Ici, par exemple, on peut voir de façon évidente que le hash du bloc 5 de Christophe est différent. On peut donc en déduire que son bloc a été modifié. Revenons maintenant au hash d'un bloc. Un nouveau bloc est identifié par son hash, comme on l'a vu, et ce hash est notamment calculé à partir du hash du bloc précédent et des transactions validées du bloc. Passons maintenant au dernier point important de la blockchain lié à la cryptographie, c'est la signature électronique. Le principe, c'est que chaque demande de transaction dans la blockchain doit être signée par l'émetteur pour être validée. Ainsi, si Nicolas essaye de dire « Coralie donne 1000 bitcoins à Nicolas », les autres ne vous croiront pas tant qu'ils n'auront pas eu la preuve que c'est bien Coralie qui a envoyé le message, et cette preuve, c'est la signature de Coralie. Prenons un exemple avec Coralie qui veut signer son message. Pour ça, elle va avoir besoin de générer une paire de clés de chiffrement. Une clé privée qui ne doit être communiquée à personne.
Coralie doit être la seule à posséder cette clé privée et une clé publique qui peut être communiquée à tout le monde. Ces différentes clés publiques sont stockées sur chaque ordinateur du réseau. Et ces deux clés publiques et privées sont liées mathématiquement. On va voir maintenant en quoi. Coralie veut lancer un ordre de virement. Par exemple, je donne 10 bitcoins à Christophe. Elle va chiffrer ce message à l'aide de sa clé privée. Chiffrer un message, ça veut dire le rendre incompréhensible. Et pour pouvoir lire ce message de nouveau, il est nécessaire de le déchiffrer. Et le seul moyen de déchiffrer ce message, c'est d'utiliser la clé publique associée créée par Coralie. En fait, seule cette clé publique est capable de déchiffrer les messages qui ont été chiffrés avec la clé privée de Coralie. Pour déchiffrer ce message censé venir de Coralie, les autres personnes du réseau vont donc utiliser la clé publique donnée par Coralie, et s'ils réussissent à déchiffrer son message à l'aide de la clé publique de Coralie, alors ils savent que le message est bien de Coralie. C'est comme ça que dans la blockchain, les différentes personnes du réseau s'assurent bien de l'identité du donneur d'ordre. Ensuite, dans la blockchain, il n'y a pas de vrai nom. Et heureusement d'ailleurs, parce que vous n'avez certainement pas envie que tout le monde sache ce que vous possédez et ce que vous faites comme transaction. Dans la pratique, on transfère les actifs d'une adresse à une autre. Et l'adresse est tout simplement un hash de la clé publique. Quand un utilisateur génère une paire de clés, il génère donc aussi une adresse à partir de sa clé publique, et c'est à cette adresse que les bitcoins seront envoyés. Grâce à ce système, l'anonymat des utilisateurs est préservé. Petite parenthèse, c'est justement pour pouvoir garder l'anonymat que les cybercriminels demandent les versements en bitcoin via leur ransomware. Les deux blockchains les plus connus aujourd'hui sont Bitcoin principalement et Ethereum qui commencent à faire parler d'elles. Ces blockchains fonctionnent avec leur propre crypto-monnaie. La blockchain Bitcoin a une crypto-monnaie qui porte le même nom, Bitcoin donc, alors que la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum est l'Ether. D'ailleurs, Ethereum permet bien plus que les transactions en crypto-monnaie, mais ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo avec les smart contracts. Avant de voir comment se passent les échanges en Bitcoin, il faut noter que les nœuds de stockage sont aussi appelés des mineurs. Et lorsque l'on parle de miner des Bitcoins, cela veut dire utiliser la puissance de calcul des machines pour la résolution des problèmes mathématiques pour générer un nouveau bloc. Et les mineurs qui ont permis de créer un nouveau bloc seront rémunérés pour ce travail avec de nouveaux Bitcoins. Maintenant que vous comprenez tous les principes clés de la blockchain, je vais pouvoir vous expliquer comment se passe une transaction en Bitcoin. Coralie veut transférer un Bitcoin à Christophe. Elle transmet cette demande à l'ensemble du réseau. Les mineurs vont vérifier l'ensemble de la blockchain pour s'assurer que Coralie possède bien ce Bitcoin, mais ils vont aussi vérifier que l'ordre donné émane bien de Coralie. Si tout est OK, alors chaque mineur travaille à forger un bloc contenant cette transaction. Et le premier mineur qui réussit à créer le bloc transmet ce bloc aux autres membres pour vérification. Pour qu'un nouveau bloc soit validé, il faut qu'il y ait un consensus entre les différents membres du réseau. Ce principe de consensus est très important car la blockchain est un système décentralisé et donc sans organisme de contrôle, ce qui veut dire que le seul moyen d'avoir une validation globale, c'est d'obtenir un vote majoritaire des membres du réseau. Pour vous rassurer sur la fiabilité, sachez que les mineurs n'ont aucun intérêt à laisser passer des transactions frauduleuses parce que cela ferait perdre confiance dans le système et cela ferait donc perdre toute valeur à leur Bitcoin, ce qui serait pas très intelligent. Ensuite, là sur ce schéma, on a juste quelques acteurs, mais en vrai, le nombre d'acteurs à convaincre ou corrompre pour avoir la majorité est gigantesque. Il est donc quasi impossible qu'une personne réussisse à réaliser cet exploit. Revenons à notre transaction. Une fois le bloc validé par les membres du réseau, chacun ajoute ce dernier bloc dans leur copie de la blockchain. Et enfin, Christophe possède alors un nouveau Bitcoin. Chaque nouvelle transaction ajoutée à la blockchain ne pourra pas être effacée. Cela permet d'assurer la validité et l'authenticité d'une transaction. Jusqu'à présent, on n'a parlé que de crypto-monnaie, mais on peut très bien étendre l'utilisation de la blockchain à d'autres actifs. C'est par exemple le cas avec les titres de propriété. Au Ghana, une majorité de territoires ruraux ne sont pas enregistrés dans un cadastre officiel. Bitland, une organisation basée au Ghana, propose alors aux institutions et aux personnes d'enregistrer leurs titres de propriété sur la blockchain. La blockchain fournit un enregistrement permanent et vérifiable et permet de cette façon d'aider le gouvernement ghanéen à résoudre les conflits. Autre exemple d'actifs stockés sur la blockchain, ce sont les diplômes. Le Massachusetts Institute of Technology, ou MIT, commence à utiliser la blockchain pour certifier le diplôme de leurs étudiants. Le MIT associe le diplôme avec l'identifiant unique de l'étudiant. Les diplômés peuvent ensuite transmettre leur diplôme aux recruteurs qui peuvent vérifier à leur tour l'authenticité des informations sur un site du MIT. Autre cas d'usage, le caractère inaltérable et transparent de la blockchain permet de garantir la traçabilité d'un actif.
Et c'est pour ça que Carrefour a créé la première blockchain alimentaire en Europe. Le but est de garantir aux consommateurs la traçabilité complète des produits commercialisés. Ainsi, tous les poulets d'Auvergne de Carrefour intègrent un QR code. Avec ce QR code, les clients accèdent à l'historique des événements, de la vie, de l'élevage, de la mort et du transport du poulet. Et les clients pourront donc s'assurer que le poulet a bien été élevé dans les conditions exigées par Carrefour. Et enfin, il y a une dernière utilisation de la blockchain qui est très peu évoquée et qui pourtant peut être à l'origine de nombreuses innovations. Ce sont les smart contracts ou contrats intelligents. Un contrat légal traditionnel définit les règles d'un accord entre plusieurs personnes. Un smart contract va lui figer ses règles dans une blockchain, mais ce n'est pas tout. Dans un second temps, le smart contract permet de déclencher automatiquement des actions en fonction des conditions fixées par le contrat. Et concrètement, c'est du code logiciel qui fonctionne sur une blockchain et qui est déclenché par des données externes. Allez, un petit exemple pour rendre ça plus concret. La société d'assurance AXA s'est appuyée sur la blockchain Ethereum pour créer son premier smart contract, Fizi. Et Fizi est une assurance voyage pour les retards de vol d'avion entre Paris et les États-Unis. Ce smart contract déclenche automatiquement l'indemnisation de l'assuré en cas de retard de son avion, et tout ceci sans avoir besoin d'intervention humaine.